Nous nous apprêtons à vivre une crise économique d'ampleur inégalée. Pour tenter d'y faire face, les gouvernements prévoient des plans de relance. En France, c'est un investissement public de 110 milliards d'euros qui est prévu, soit plus de 4% du PIB, pour le financement du chômage partiel, des soignants, des petites et moyennes entreprises et des ménages. En parallèle, la crise fait chuter les recettes fiscales et la combinaison des deux effets provoque une augmentation du déficit public qui est estimé en France à la fin de l'année à plus de 8% du PIB contre 2,2 prévu initialement. Le financement de ce déficit par une augmentation des impôts n'est pas envisageable et la seule réponse possible est donc de s'endetter auprès de créanciers disposés à prêter de l'argent aux États. Le résultat pour la France, c'est une estimation d'une augmentation de la dette cumulée pour atteindre un niveau de 115 à 120% du PIB à la fin de l'année. Une dette élevée a des conséquences différentes à long terme et à court terme. À l'échéance, la dette doit être remboursée aux créditeurs, ce qui suppose d'avoir suffisamment d'argent pour la rembourser. Et cet argent, il peut venir soit d'une augmentation des impôts futurs, soit de la croissance. Parce que si le taux de croissance du PIB est supérieur au taux d'intérêt, la solvabilité de l'emprunteur est garantie. Et dans ce contexte, on comprend donc que plus les taux d'intérêt auxquels les États empruntent sont bas, et moins les créditeurs prennent de risques de ne pas être remboursés, plus ils devraient accepter facilement de prêter de l'argent. Et c'est là qu'intervient la BCE, qui par son programme de rachat de titres de dette souveraine sur le marché secondaire garantit que les taux d'emprunt restent à un niveau très bas, voire négatif. En fait, le tableau n'est pas si rose. C'est ce que nous montre l'exemple de l'Italie qui, mi-mars 2020, a vu le taux auquel elle peut emprunter sur les marchés monter de 0,9 à 2,4%. Et ce qui fait réapparaître le spectre du défaut de paiement d'un État et ce qui montre aussi que le quantitative easing est en fait insuffisant. Le risque de contagion et l'interdépendance entre les économies de la zone euro montrent que la réponse ne peut être donnée qu'à l'échelle européenne. Ces dernières semaines, des discussions ont eu lieu entre les chefs d'État de la zone euro autour de plusieurs propositions. Et tout d'abord, le recours au mécanisme européen de stabilité, qui prévoit la constitution d'un fonds alimenté par les États dans lequel les pays en difficulté pourraient puiser avec des conditions plutôt favorables. Le problème du mécanisme européen de stabilité, c'est qu'il impose des contreparties aux États et il est accusé de provoquer une perte de souveraineté de ceux qui en bénéficient. Alors une seconde option qui est discutée qui est proposée par la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, c'est la mutualisation de la dette, c'est l'émission de Corona Bonds. Mais malheureusement, des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède y sont fortement opposés parce qu'ils ne veulent pas payer pour le comportement dépensier des États du Sud qui, par le passé, ont manqué de rigueur budgétaire. D'autres solutions peuvent également être envisagées, comme par exemple celle de l'émission d'une dette perpétuelle qui ne prévoirait que le remboursement des intérêts mais jamais du capital. Et cette dette serait émise par la Commission européenne, ce qui permettrait de garantir aux emprunteurs une valorisation satisfaisante de cette dette sur le marché secondaire et ce qui donnerait l'accès à l'emprunt à un taux favorable à tous les États, y compris les plus fragiles. Une deuxième option, c'est celle de la monétisation de la dette, à savoir un financement direct par la BCE des économies nationales, ce qui permet d'alléger les contraintes financières de très très court terme. Les crises du passé ont montré l'importance d'une réponse rapide et coordonnée entre les États. Et les discussions de ces derniers jours entre les chefs d'État de la zone euro ne permettent pas vraiment d'être optimistes sur la capacité de la zone euro à mettre en avant la solidarité entre les pays dans la gestion de la crise.